Le mien, il est où? On va cacher. Quoi? Rien. Moi je touche pas, hein. Tu m'as dit que tu touches pas mon... Ah bah non, non. Tu vas le salir. Oui, je vais sur ma salle. Bon, il fait chaud, il y en a marre. Hein. Non. Je peux pas, c'est cool. Ah oui. Vas-y. Bonjour. Ah non, mieux. Bonjour les gens. Voilà, bravo, sous vos applaudissements. Bonjour, il fait chaud, ouais. Les gens, on active fortement. Oui. Oh, tu irradies comme. On active fortement pour terminer. Nous sommes mercredi 11 août. Et je n'ai rien filmé pour l'instant. Vous vous rendez compte? C'est la deuxième fois que ça arrive en 5 ans, je crois. Tellement on est speed. On profite donc de ces quelques lueurs de soleil. Pour terminer, il nous reste, allez, 20 essais à faire. Normalement, au 15 juillet, pour moi, c'est plié. Voilà. On n'a pas fini, quoi. Hein, on n'a pas fini, gros. Et puis voilà, donc rien de nouveau, rien de spécial. Ce que je fais, voilà, en même temps qu'on ouvre, je vous ouvre quelques ruches pour faire comme d'hab. J'ai juste sélectionné quelques questions de la semaine dernière, là, 5-6 questions, je vous réponds en même temps et basta. Que faire d'autre? Les gars, nous on active comme des malades. Et pour terminer, parce que voilà, après ce qui va nous rester, c'est vider les nuques, mais ça c'est pour les rennes expédiées, et puis à ce moment-là on prend le couvain, on les met dans les grands nuques, on n'est pas à 10 jours près, ça c'est pas le souci. Et remettre en place quelques ruches, par exemple dans un rucher de fécondation, on avait 3 ruches à mâle, ou je sais pas quoi là, tout ça on vire, on laisse que les ruchettes et voilà. T'as compris? Je t'ai pris ton bout, c'est étrange comme phrase, t'es sûr? Touche pas à mon bout. Bon, n'importe quoi. C'est parti les gens. Allez hop, tac tac, rien de nouveau sous le soleil. Et c'est pas une vanne, il y a du soleil. Donc dans quel état sont ces ruches? C'est les dernières dans lesquelles on prend des essaims, il y a moins d'abeilles c'est sûr, on a déjà tapé dedans. Hein. On a remis à construire, je pense que la bouffe, c'est pas terrible. On avait déjà nourri une fois, un petit peu récemment. Là, vous connaissez le topo, je cherche la reine pour la mettre dans sa petite pince, hop hop, et comme ça je peux travailler peinard. Il fait bien chaud là, par contre. Oui. Hop. Alors, bien sûr, je regarde immédiatement si c'est pondu, bien que ce soit le cas de rive. C'est moi qui l'ai déplacé à droite celui-là parce que il va être éjecté. Il y avait d'ailleurs la question là-dessus de dire comment on éjecte les cadres, tout ça. Je vous ai dit, moi je les déplace sur la droite pour au printemps suivant les sortir. Des fois c'est pas évident, des fois ils sont couleur vieille, mais ils n'ont pas eu de couvain, ils peuvent tenir encore. Là voilà la reine. Hop. Et là, je vais laisser ma ruche sur 6, 7 si possible, mais 6 c'est un minimum. En dessous, je trouve qu'il faut tout le temps nourrir au printemps et c'est chiant. 6, ça passe quoi, normalement. Bon là, en nourriture, elle n'est pas au top, hein. On va renourrir derrière. J'enlève les petits ponts de cire là. Et puis voilà. Et justement, à propos de nourrissement, j'avais une des questions, on en a déjà parlé plein de fois, mais de, comment il s'appelle le monsieur? J'avais une question de Nuno Alves Lino. Merci pour ce commentaire et cette question de Nuno. Salut Léandre Mathieu, merci pour votre bonne humeur. Alors on essaie de faire ce qu'on peut avec la saison de Oufa. Le sirop que vous mettez au nucléi, c'est du lourd. Merci, à la semaine prochaine. Alors il n'y a pas de point d'interrogation, je suppose que c'est une question. Et alors oui, tout ce qu'on met dans les nucléis, ce qu'on met là dans les ruches ou quoi,
c'est effectivement du sirop, ni plus ni moins, issu directement de la cuve. Ça je vais peut-être pouvoir le prendre. Et oui, moi je m'amuse pas à faire, enfin je m'amuse pas, c'est pas dans le sens du jeu, mais à faire du mélange avec de l'eau qui vient du robinet toute chlorée, là, bof. Et puis pas besoin quoi. Faire ça c'est stimuler, ça peut éventuellement se faire au printemps, puis après quoi, vous récoltez des hausses avec du sirop dedans. Alors non quoi. Je suis pas d'accord. Alors tiens, une autre question, je vais retrouver le nom du monsieur derrière. C'était comment on reconnaît un cadre de couvain naissant. Là, vous voyez bien que ça a été operculé, j'espère que ça se voit, voilà. Ça a été operculé tout du long. La reine, elle commence à pondre ici, au milieu. Hop, et elle s'étend sur le pourtour. Et si c'est pas fait là, s'il n'y a rien, ça veut dire que c'est en train de naître. Si on regarde, normalement, on va en trouver une qui est en train de naître d'ailleurs, peut-être, avec un peu de chance, non. De ce côté-là. Donc forcément, comme elle a pondu en premier au milieu, eh ben, les premières abeilles à naître sont au milieu. Et dans les 2-3 jours suivants, c'est tout le reste là qui va naître. Et puis en général, si elle a le feu au cul, comme on dit, eh ben, elle revient pondre directement dedans. Là, c'est pas le cas parce que elle diminue leur ponte. Si j'ai 3 œufs, 4 œufs, si elle a déjà recommencé à repondre là. Et voilà, donc ça c'est un cadre de couvain naissant. Vous pouvez le prendre pour faire votre essaim ou pour en renforcer un autre. Moi je le prends comme ça, il y a les abeilles et le reste va naître rapidement. C'est ce que je veux. En plus, ça va faire de la place pour que ma future reine fécondée que je mets dans l'essaim pondent. Donc ça fait double utilité, hein. Beaucoup des abeilles sur le cadre, les abeilles qui naissent et de la place pour pondre. Si vous voulez renforcer une ruche qui est faible et que vous souhaitez mettre ce cadre là, vous pouvez le prendre sans les abeilles. Vous secouez en étant sûr de pas que la reine soit isolée. Vous mettez ce cadre là dans votre faible pour qu'il naisse tout de suite. Ce sera l'avantage d'avoir des jeunes abeilles immédiatement qui vont renforcer votre ruche faible. Attention qu'il n'y ait pas du travail à faire, c'est-à-dire du nourrissement de larves, de l'operculation. Ça veut dire que ça va prendre encore au moins 2 semaines avant d'avoir le bénéfice des abeilles. Et ça demande un travail à la colonie faible. C'est débile. Là, c'est vraiment... Donc celui-là, je le prends, quoi. Alors voilà, moi je trouve que c'est bien. Je vais en mettre un autre, évidemment. Je ne peux pas avoir que des cadres de couvain naissant dans ma colonie, hein, ça c'est... Alors celui-là c'est le même, sauf que ça n'a pas commencé à naître, il a quelques jours de décalage, mais c'est pareil, ça va commencer là ou là, et tout va naître. Alors la question est aussi, si je le prends celui-là, est-ce que je dépeuple pas trop ma colonie? Il faut faire gaffe quand même. Hein. Bon, en même temps la reine est là, ça va reprendre assez vite et tout, et puis on en a vu qui était, comment dire, qui était en cours d'operculation, ouais, elle va avoir une petite chute de population, c'est pas grave. Ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est que si vous faites ça, ben vous enlevez des varrois de cette ruche, c'est bien, mais vous en mettez dans votre essaim avec ça. Hein. Attention. Hop, je complète ma ruche, ma visite pour voir ce que j'ai exactement, éventuellement replacer des cadres, un peu de nourriture ici, et de pollen, et le dernier, ça doit être nourriture, s'il y en a. Méfiez-vous de la bouffe, hein. Vous voyez, là par exemple, c'est pas suffisant. Là, il y en a un petit peu de ce côté-là, et là, non. Et ben celui-là je vais le donner dans l'essaim, celui-là je vais le remettre à gauche. Je replace ça là, elle a sa nourriture, son pollen. Un cadre récent en train d'être operculé tout doucement. Je pense que le reste est pondu, oui. Est-ce que j'ose lui remettre une G à construire maintenant? Fiou, c'est tendu. Hein. Moi je dirais pourquoi pas. Là je vais le mettre ici, celui-là. Je vais d'abord rapprocher le bleu qui est plus récent. Voilà. Je vais le mettre ici, je vais la contraindre. Là je vais mettre une G je pense. Celui-là, je vais le prendre également. Là, je le dégraisse fort si je fais ça quoi. Là, celui-là, je vais prendre que les abeilles. Là c'est l'inverse. C'est en train d'être nourri et operculé. Un petit peu comme celui d'avant. Donc là, vous savez que les abeilles, c'est des nourrices, quoi, si vous voulez. Ce qui est pas trop mal non plus, quoi. Hop. Comme ça, je mets ça là. Le dernier, je le laisse. Je mets 3 et 3, 6. Est-ce que j'ose lui mettre une G pour la laisser sur 7? Ou sinon, je la laisserai sur 6. Je le tente. Si jamais elle n'arrive pas à s'en occuper, je l'enlèverai. Alors, bien sûr, on va nourrir, hein, évidemment. Je remets ça par touche, quelques abeilles, il y a aussi des butineuses qui sont dehors là, pas énormément, hein, ça butine plus là. Attention de la mettre bien à droite, et voilà. Mon essaim ici il est fait.
je lui mets également une G. Même si c'est tard, on le tente les gars, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas bossé pendant 2 mois, il faut que ça aille. S'il y a des abeilles et de la chaleur et de la nourriture, ça construit. Et une partition, et voilà. Alors la suivante, elle a été notée pour changer la reine. Je vais probablement pas lui prendre un essaim. On va regarder un peu l'état de la reine et voir si ça vaut le coup. J'en profite pour répondre à la question de Thierry Florec. Bonsoir la team Léandre. Oui, bonsoir. Ici, je suis en Dordogne. Comment débuter le traitement Varroa? C'est VA2ROA les gars, Varroa. Varroa VOIS, c'est les gars dans le Var. Rigole pas Mathieu. Sans brûler les cadres de hausse ensuite. Ah oui, pour pas polluer. Effectivement, s'il vous reste un tout petit peu de miel et que c'est compliqué, vous savez pas comment faire. Eh ben, vous avez votre allez, demi-hausse pas operculée, j'en sais rien, vous voulez pas l'extraire, vous voulez le laisser aux abeilles. Ce que vous faites gaffe, il n'y a pas de fourmis comme ici, il y en a 2-3 qui traînent, c'est pas bien grave, elles nettoieront aussi. Vous mettez votre hausse sur votre nourrisseur, en faisant gaffe qu'elle puisse, là, que ce soit ouvert, hein, comme ça un petit peu, là, elles peuvent passer, et, monter et descendre, sans enlever les cabochons, ça sert à rien. Pour le bois, c'est pareil, vous faites gaffe qu'elles puissent passer. Et puis vous mettez vos tuyaux par-dessus. Elles vont venir chercher le miel et leur descendre en bas. Attention, il faut qu'il y ait de la place, il faut qu'elles aient envie de le faire, mais normalement elles le font, pour redescendre le miel. Et ça va prendre 24-48 heures, et hop, après vous enlevez votre hausse, elle est léchée, elle est propre, et vous mettez votre traitement. Vous ne mettez pas votre traitement pendant, hein, parce que les abeilles vont monter et descendre, et là, vous allez polluer votre hausse. C'est un peu le coup du chasse-abeilles, mais sauf qu'on ne chasse pas les abeilles, on leur demande de... c'est le chasse-miel, quoi, voilà. Alors là, j'ai un petit peu de bouffe, un petit peu d'abeilles ici. Je pourrais nettoyer aussi un petit coup. Vous voyez, elles font des cellules, elles veulent la changer, on dirait. Ouais, si c'est pas déjà le cas, on va acheter un œil. Est-ce que j'ai des œufs? Oui, alors c'est un petit peu la cata, justement. Là, j'ai une abeille qui est en train de naître. Ici, j'ai 3 œufs. Là, j'ai 4 larves. C'est un manque total de dynamisme. Elles refont des cellules parce qu'elles veulent la changer. Je pourrais laisser faire, mais j'ai des reines fécondées et de moins en moins de mâles. Du moins les mâles, on les garde pour nous là. Je pourrais, oui, je devrais le faire. Nettoyer un petit coup les têtes de cadre, ça fait pas de mal. Par contre, ne nettoyez pas le tour. Bon, il y a 2-3 abeilles qui gênent, mais sinon c'est de la propolis dont elles ont besoin pour bien sceller la ruche pour l'hiver. Faut le laisser ça. Parce qu'après la propolis, il n'y en a plus. Hein. Elles utilisent ce qu'elles ont quoi. Ouais, vous voyez, elle veut tenter de faire un peu de couvain quand même. C'est pas vaillant, hein. Là, si je lui prends un essaim, je me retrouve avec 2 trucs ridicules, quoi. Je vais la laisser telle qu'elle. Et je vais juste ramener une reine fécondée en bon état. Celle-ci, elle est au bout du bout. Et encore une cellule ici, alors il faut faire gaffe, parce que si vous remettez une reine fécondée et qu'il y a des cellules, bon, elle va s'en occuper, mais... Vous voyez, il n'y a pas d'abeilles, il n'y a rien. Limite, hein, je devrais la resserrer. Elle a quoi? 3 et 3, 6, 7 cadres. On va le tenter sur 7, mais je devrais peut-être la resserrer sur 6, en enlevant, pourquoi pas, le vieux à droite, là. Ce serait fait. Il y a très peu à bouffer, très peu d'abeilles. Il faut un changement radical. Ouais, j'ai encore un mâle ici, là, qui se balade. J'espère qu'il y en a encore un peu plus ailleurs. C'est vrai que ça devient tendu. Il y a des ruches, elles n'ont pas chassé, d'autres on n'en a plus. Et d'autres, surtout les jeunes reines, où on voit qu'il y a encore du couvain de mâles, parfois un petit peu. Et je pense qu'elles ont elles-mêmes négocié, si je puis dire, la reine. Je ne la trouve pas. Je vais mettre ça là. Ça. Pourtant j'ai des œufs, donc sous les 2-3 jours elle était là. Mais quelques mâles aussi sur ce cadre. Encore des cellules ici. Donc ça c'est le cadre qui était en 2, mais je le repasse en 5 là, c'est pas grave. La jeune reine qu'on va mettre, on va pondre là-dedans. Alors oui, pour tout ce qui est remplacé maintenant, comptez bien, elles vont mettre 2 ou 3 jours à se mettre en ponte. Bon, peut-être à peine plus, mais... Ensuite, elle va nous pondre immédiatement 2 cadres d'abeilles. Donc 21 jours plus tard, on a au moins 2 couvains naissants, ce qui va nous faire 4 quêtes d'abeilles et c'est reparti après. Hein. Donc là, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas trop tard. S'il y a du dynamisme et tout, on se retrouve avec une ruchette pleine fin septembre, quoi. Et c'est pas possible qu'on ait encore un mois de pluie, quoi. Je veux dire, il y a eu trop d'eau ce coup-là, c'est bon.
C'est pas possible. Comme ça, le vieux cadre est enlevé. Elle se retrouve sur 6, une future nouvelle reine. Et ça va repartir comme en 14. Donc pas d'essaim sur celle-là. Donc ouais, elles l'ont changé elles-mêmes la reine. Allez, hop. T'as Mathieu. Et les essaims là on les met à l'ombre. Alors justement ça va tellement vite qu'ils sont déjà moitié plus à l'ombre. Donc ça accélère pour aller les poser. Allez. Tac tac, le rucher s'est rempli. Il reste 2 petites places ici pour que l'on... Tu mets tes gants Mathieu? Ça picote un peu. Un froid aux mains non? Il s'agit juste de les ouvrir. Là-bas on va ramener les nourrisseurs et les rennes, tous. Je disais, il y a 2 petites places parce qu'on va encore bouger toutes les ruchettes qui sont à la mielerie. On va pas les laisser là. Les rennes, eh bien on devait les recevoir aujourd'hui avant 13 h. Mais vous voyez, il n'y a pas que nous, quand on expédions, qui avons 1 ou 2 soucis. Oh, il y a eu, allez, peut-être 3 ou 4 soucis sur, je sais pas combien d'envois. 50 rennes par semaine depuis le 11 mai. Donc imaginez. Eh ben nous aussi ça nous arrive, mais pas avec une reine ou 2, avec 50. Bon, on va pas gueuler pour autant, ça arrive, voilà. Ça va, voilà. Ça arrive dans tous les sens du terme. La situation arrive et les colis arrivent aussi, quoi. Voilà. J'en profite ici pour faire une petite digression sur ceci. Le champ de maïs. Il y avait le message de Daniel qui me disait: ne crains-tu pas d'exposer tes essaims aux pesticides et insecticides en les passant, je suppose en les plaçant, si près d'un champ de maïs? Non. Non mais la question, c'est pas que c'est naïf, mais alors on fait quoi exactement? C'est-à-dire on met des abeilles que là où il n'y a pas de culture. Et encore, j'y vais fort parce qu'il y a des cultures bio aussi. Donc on met que des abeilles à la montagne, et encore, parce qu'il y a bien des petits arbres fruitiers quelque part qui sont traités, non? Ça m'étonnerait pas moi, j'en sais rien. Mais... Donc on fait quoi? On met tout le monde dans le même panier en disant: ah non, c'est interdit de traiter, on a mis des abeilles. Non, c'est pas ça non plus la solution. Déjà on peut pas mettre tous les agriculteurs dans le même panier, ils font pas tous de la merde. Déjà loin de là, l'énorme majorité fait gaffe à ça. On peut reprocher par contre au système éducatif, moi qui l'ai su un petit peu, pour du côté agriculteur, il y a assez peu de formation en disant il existe des apiculteurs, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'il ne faut pas faire ou éviter. La sensibilisation vient, ça a changé, mais on n'en est pas encore là. Et moi-même, quand j'ai fait mes études pour l'apiculture, le BPREA, on n'a eu absolument rien sur l'agriculture. Rien. Comment ils font, à quel moment ils le font et tout ça. Donc déjà, il faudrait commencer à se comprendre et s'entendre à Piagri. Ça arrive, hein, ça change bien sûr. Et vous qui avez une ruche ou 2, ou je sais pas, Daniel, je sais pas, tu mets ce commentaire, mais tu penses que tu peux pas mettre de ruche parce qu'il y a des grandes cultures? Mais alors moi je vais vous dire un truc, c'est qu'en 12 ans et à peu près 20 ruchers, donc je multiplié par le nombre de colonies, sachant qu'il y en a des plus gros, il y en a des plus petits, mais il m'est arrivé une couille, quoi, une seule.
On a retrouvé moins d'abeilles et des butineuses dans le champ de blé à côté. Voilà. Et puis on s'en est pas rendu compte tout de suite, parce que ça veut dire, pour s'en rendre compte tout de suite, il faut être juste à côté. Et puis c'était il y a 10 ans, on n'a pas eu le réflexe, et quand bien même ça aurait été trop tard, le réflexe d'en prélever pour faire des analyses. Et même quand bien même, et après on fait quoi? On porte plainte, on fait la guerre avec l'agriculteur. Enfin voilà, c'est le pot de terre contre le pot de fer, quoi. Bah nous on fait, et eux ils ont la terre. Voilà. Bonne celle-là. Non mais puis en même temps, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je disais, il y a des bons, il y a des cons, en apiculture aussi, d'ailleurs. Donc voilà, non, je ne crains pas de les mettre au bord du champ de maïs. Non, ils ne mettent pas des insecticides tous les jours, loin de là, quoi. Et de toute façon, c'est ça aussi qui est un peu, pardon, ridicule dans la question, mais ça veut dire que si je dois pas le mettre au bord du champ de maïs, je le mets à 300 mètres, à 1 km, à 2 km, ça change quoi? Elles vont y aller, hein. Alors tu vas me dire, ouais, mais il n'est pas exposé directement, mais là non plus, enfin ouais, tu vas me dire, il y a 10 mètres, ça change rien. C'est pas le fait d'avoir 10 mètres, 300 mètres ou 2 km, c'est le fait qu'il y en ait. Et de toute façon, s'il y a du pollen à capter, elles vont y aller, quoi. Donc je sais pas, je crois pas que ce soit le bon truc à dire, tu crains pas de les mettre au bord du champ. Ah non, il y a des bons, il y a des cons, quoi. Et puis Mathieu. Mathieu, Qu'est-ce Mathieu que- dit oui. quelque chose à ce sujet. Sur les agriculteurs? Sur la personne qui nous a dit, tu crains pas de mettre tes ruches au bord du champ de maïs. On fait comment? Au-delà du champ de maïs, aujourd'hui, c'est des grandes cultures. Partout, quoi. Pratiquement, bah, c'est ce que je disais, on met Donc, qu'à la montagne. On arrête l'apiculture, mais Mais on n'a non, pas et le puis choix- c'est on pas n'a la pas le solution choix. non plus. Non, on Et n'a c'est pas pas le la choix. solution non plus d'arrêter l'agriculture ou de la passer toute en bio. Alors, bio au sens plus de chimie. Parce que il y a bio et bio aussi. Il faut pas mettre tout dans le même panier aussi, quoi. Je veux dire. Donc voilà, quoi. Moi, je pense qu'il faut d'abord discuter, apprendre les uns des autres. Merde, j'ai le micro est là, pardon. Apprendre les uns des autres, savoir comment ils marchent pas, leur expliquer ce qu'on fait, et réciproquement comprendre ce qu'ils font. Et puis, en bonne entente, faire le truc, quoi. Non, je sais pas, Mathieu. T'es au bout du rouleau, toi. Non, ça va, ça Tu va. nous as pas fait de petites danses cette semaine parce qu'on là on en chie, quoi. Ouais. Donc là Ouais. c'est dur. Mais C'est un de toute peu façon dur. je dis ça toutes les semaines, vous allez en avoir marre, mais là. Non, on c'est est un peu KO. dur. Ben, on commence, ouais, on fait du 7h, 18h là au taquet. Depuis un mois. Ouais, depuis un mois, ouais. Ouais, Remarque, enfin, ça aurait depuis le été mois toute la saison si il n'avait pas. Ben, on aurait pu étaler le boulot, là c'est compliqué. Donc allez, danse. Non, pas Non, c'est fini ça. Ça n'existe plus. Il m'a dit qu'il avait plein de pas de danse, mais t'as pas envie de danser, hein. Il faut mettre un petit fond de musique. Pas aujourd'hui. Ouais, ce soir, on va boire un coup, je vous fais la petite danse après, d'accord? Il nous fait la petite danse après. T'as tout ouvert? J'ai tout ouvert. Ok. Eh ben, tu sais quoi, les deux petites places, on ramènera des ruchettes qu'on a là à Nouvelle, à la mielerie. Vous remarquez aussi au fait qu'on a mis comment dire, on les a tournés contre le bois, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, pour la saison et la mielée, on verra, si on le continue. Là, de toute façon, c'est juste pour passer l'hiver, c'est pas gênant, quoi. En plus, il y aura moins de feuilles, avec un peu de chance, elles auront un peu de soleil. C'est vrai que dans les sous-bois comme ça, elles en ont moins. Allez, go, on retourne à la mielerie, là. Allez hop, on finit avec 2 commentaires. Daniel pour les pesticides et le champ de maïs, oui, je n'ai pas de réponse. Je comprends qu'il est plus logique de se mettre à 300 mètres qu'à 30 mètres, mais avons-nous le choix? Avoir des emplacements, c'est pas si évident. Ah, ça, c'est une punchline, hein, t'as vu? Bon, bref. Je suis au bout de ma vie encore. 2 questions, il y avait Franck. Comment tu gères les hausses après la récolte, léchage, stockage et lutte contre la fausse teigne? Alors, les hausses, on les fait lécher dehors. Là, il y a les ruches, elles se précipitent dessus, elles nettoient ça en 2 jours. Au moins, je peux les stocker propres. Elles sont là-bas, ouais. Elles sont là-bas derrière, au fond. Et voilà, non, pas de souci majeur là-dessus. Ce qui va craindre pour nous, c'est les cadres de corps vieux qu'on enlève des ruches, qu'on ramène. Là, c'est dingue. Et on les met rapidement. On les met rapidement au frais. Il est mort dehors, j'en peux plus, moi. On les met rapidement au frais pour éviter tout développement de la teigne. Rappelez-vous que c'est un papillon de nuit qui pond dans le pollen pour que sa larve ait des protéines pour se développer. Voilà. Il faut aussi un peu de chaud. Donc c'est une bestiole qui craint la lumière, le vent, l'aération,
Et ouais, le froid l'empêche de se développer, quoi. En tout cas, à une certaine limite. Je dis une certaine limite parce que pour la première fois cette année, j'en ai dans ma chambre froide. Galère, on a une palette de cadres de réforme à fondre. Et il y a pas mal de papillons, et ça s'est développé sur ça, hein, pas toute la palette, ça fait un peu chier. Et je pense que c'est parce qu'on les a mis trop tard au froid. Les larves étaient déjà développées, il n'y avait plus qu'à naître. Alors les papillons naissent, il fait froid, ils se collent, ils sont là, donc au froid, ils ne bougent pas. Donc bon, on arrive à les... Mais fait chier, c'est la première fois, il faut vraiment s'en occuper vite. Il y a congeler les cadres pour tuer les œufs de la fausse teigne. Sinon, je vous dis, d'une bonne aération, de la lumière, c'est bon, quoi, normalement. Et attention aux souris aussi. On commence à se régaler avec l'automne qui arrive. Allez, dernière petite question sur Magic Bee qui nous dit très bon sirop lapin vert. Hein, voilà, utilisé longtemps et c'est un des meilleurs, clairement. Merci Magic, je peux t'appeler Magic. Concernant les pin tests, une date de dispo. Les pin tests, assistante. Donc voilà, Apinov a mis au point un pin test. Alors ça, c'est quelque chose qui est plutôt fait pour la sélection, vraiment la sélection. Et je vais vous montrer. Et ça coûte assez cher. C'est Benjamin Poirot Apinov qui a développé ça. Il s'agit d'un tout petit carton. On était déçus à l'ouverture, hein, je vous dis pas. Un carton pour le... Un grand carton. Vous avez un petit appareil comme ça qui vous est livré là avec des petits trous et les aiguilles qui sont fixées à côté. Elles sont là dans ce truc blanc. Enfin, il y a une vidéo qui est là. Vous avez le lien et vous pouvez la voir pour comprendre l'installation. Et il s'agit de quoi? De percer 50 cellules rapidement pour que, voilà, c'est pré-troué, pour que vous fassiez un test de nettoyage et voir en 6 heures, 24 heures, 48 heures, combien de larves, cellules sont nettoyées par les abeilles. Si on a 0, elle n'est pas nettoyeuse. Si c'est totalement nettoyé, elle l'est. Voilà, ça s'appelle un pin test. Je l'ai un peu sali celui-là. Donc il y a quelqu'un qui veut le recevoir, je l'aurais touché. Oh. On n'a pas osé en monter un pour installer tout ça parce que le prix est excessif. Nous, on a mis une toute petite marge dessus pour payer l'emballage, le Chloé et tout ça. Voilà. On a discuté avec Benjamin, c'est un problème. Il y en a très peu disponibles. Le tout, pour faire baisser d'une dizaine d'euros, il faut qu'on en fasse faire 200. Voilà quoi. Bon, c'est pas fait. Voilà, c'était juste ça. Nous terminons l'épisode là-dessus, Mathieu. On n'a pas eu le temps, rien du tout, de faire. Tu as une tête de déterré pire que la mienne, peut-être pas. Dites-nous en commentaire lequel est le plus pourri. Et puis voilà, on se retrouve pas la semaine prochaine les gens. Je suis désolé, petit break parce que tournage d'une vidéo chez un apiculteur célèbre où il va le devenir. Non, très fort, vous allez voir ça, c'est une surprise. Donc on se retrouve dans 15 jours. Ciao!